Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo, non pas depuis le Parlement européen comme à l'accoutumée, mais ce coronavirus oblige. Nous traversons une crise sanitaire depuis des semaines inédite face à laquelle 12 États européens ont décrété l'état d'urgence. Limitation de la circulation, encadrement du rôle du Parlement, lutte contre les infox ou encore restriction au droit de manifester. Beaucoup d'États se sont dotés d'un cadre d'exception. Autant de limitations aux libertés individuelles et collectives prises au nom de la lutte contre la pandémie. Mais était-ce nécessaire? Et surtout, est-ce efficace? Tous les états d'urgence se valent-ils? Pour en battre, Georges Karoli, vous êtes ambassadeur de Hongrie en France depuis 5 ans. Bienvenue à vous. J'ai aussi le plaisir d'accueillir, bonjour, Emmanuel Morel, eurodéputé français. Vous siégez au sein du groupe de la gauche unitaire. Bonjour. Bonjour. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, deux autres invités de citoyennes européennes vont vous écouter et intervenir pour nous faire part de leurs remarques et leurs réflexions. Depuis Madrid, Myriam Ancio et Sarah Alfon depuis Bruxelles. Je vous dis à tout à l'heure, mesdames. Ma première question va s'adresser à vous, Emmanuel Morel. Au vu de la situation sanitaire, il était nécessaire vraiment de décréter l'état d'urgence, de prendre des mesures exceptionnelles, quitte à rogner sur nos libertés. Nécessaire, peut-être, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que le confinement obligatoire en temps de paix a quelque chose de complètement inédit. Parce que vous privez, au nom de l'efficacité, au nom de la lutte contre la pandémie, les citoyens d'un droit absolument fondamental qui est celui d'aller et venir. Et vous les privez aussi de tous les droits attenants, le droit à se réunir, le droit à se rassembler, le droit à manifester, le droit de pratiquer son culte. Tout ça, c'est des libertés auxquelles les citoyens ont dû renoncer pour des motifs sanitaires. Et ce qui est très important, à mon avis, c'est quand même d'avoir une vigilance particulière par rapport à toutes les lois d'état d'urgence, vous y faisiez allusion à l'instant, qui ont été votées dans certains pays, pour que la réponse des pouvoirs publics soit proportionnée à la crise et conforme à l'état de droit. Merci. On y reviendra sans doute un peu plus tard. Georges Karoli, en Hongrie, vous avez décrété l'état le 11 mars. Est-ce qu'on peut tirer un premier bilan? Est-ce que cela a été efficace? Est-ce que cela a permis à votre pays de juguler le virus? Je tiens à préciser qu'en Hongrie, il y a eu environ 500 décès pour le moment pour à peu près une population de 9,5 millions d'habitants. Absolument. Le nombre des décès en Hongrie est très inférieur à ce qu'il est en proportion dans d'autres pays. Il est vraisemblablement dû pour partie aux mesures qui ont été prises. Il est peut-être dû aussi à d'autres facteurs de santé ou médicaux qu'on nous révélera un jour. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt aujourd'hui de savoir pour quelles raisons ce virus se développe de manière différente de pays à pays. Mais ce qui est certain, c'est que la Hongrie a pris très rapidement, peut-être même avant beaucoup d'autres pays, un certain nombre de mesures qui, force est de le constater, se sont montrées efficaces. Certains pays au sein de l'Union européenne n'ont pas décrété l'état d'urgence et des pays non pas les moindres. On parle notamment de l'Allemagne qui a pourtant connu peu de décès par rapport en tout cas à sa population parce qu'on est autour de 8000 morts. Donc on peut faire sans état d'urgence, monsieur Karoli. Vous savez, l'état d'urgence, personnellement, je suis confiné comme tout le monde à Paris depuis plus de 2 mois. Je n'ai jamais considéré que ce confinement était une atteinte intolérable à ma liberté démocratique d'aller et venir. Vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille de nos désirs satisfaits. Il y a des contrariétés tout le temps, même en temps de paix. Et lorsqu'un événement aussi imprévu et aussi grave que le coronavirus nous tombe dessus, je trouve tout à fait normal que des mesures soient prises. Justement, nous allons voir un petit peu plus dans le détail les mesures adoptées dans le cadre de l'état d'urgence. Fabien Recker dresse pour nous un comparatif France-Hongrie. Comme la France, la Hongrie vit actuellement sous un régime d'exception.
En France, l'état d'urgence sanitaire voté le 23 mars a été prolongé jusqu'au 10 juillet. La Hongrie a quant à elle décrété l'état d'urgence sanitaire le 11 mars, avant qu'il ne soit prolongé 2 semaines plus tard par le Parlement hongrois, et ce pour une durée illimitée. Une restriction du rôle du Parlement, sans date limite, qui a fait l'objet de vives critiques au niveau européen. La Commission européenne s'inquiète notamment des dérogations au droit du travail permises par l'état d'urgence en Hongrie, ainsi que de possibles atteintes à la protection des données personnelles. Autre source d'inquiétude, le crime de diffusion de fausses nouvelles sur le virus ou sur l'action du gouvernement, passible de 5 ans de prison. Pour les organisations de défense de la presse, la mesure ouvre la porte à la censure. Récemment, 2 opposants ont été interpellés par la police après avoir critiqué le gouvernement sur Facebook. Enfin, des coupes budgétaires visant notamment les partis politiques et les communes, officiellement pour faire des économies, ont suscité l'indignation de l'opposition hongroise. En France non plus, le gouvernement ne s'est pas privé de légiférer par ordonnance. L'exécutif en a émis plus de 60 depuis le début de l'état d'urgence sanitaire. Elles concernent par exemple la modification de la procédure pénale, le droit du travail ou le report des élections municipales. Consulté à 4 reprises depuis le début de la crise, le Parlement a toutefois joué son rôle. Sur le traçage des malades ou le recours à la mise en quarantaine, les parlementaires ont amendé la loi pour protéger les libertés. Mardi 26 mai, le gouvernement hongrois a déposé une motion au Parlement pour mettre fin aux pouvoirs spéciaux accordés à Viktor Orban. La mesure doit encore être votée. Le Fidesz, parti du Premier ministre, dispose d'une majorité des 2/3 à l'Assemblée hongroise. La levée de l'état d'urgence devrait intervenir en Hongrie le 20 juin. Georges Karoli, comment interpréter cette volte-face? Est-ce que cela acte la fin de la pandémie ou bien la Hongrie a en quelque sorte cédé aux pressions internationales et européennes? Vous savez, je crois que l'interprétation est très simple. Votre sujet a dit que la Hongrie que le Parlement hongrois avait prolongé l'état d'urgence pour une durée indéterminée. Ce qui se passe en ce moment montre que c'est totalement faux. La date de validité de l'état d'urgence était la même que celle de la durée du danger qui l'a motivé. Alors, à partir du moment où le gouvernement hongrois juge que dans son pays ce danger est passé, eh bien, nous mettons fin à l'état d'urgence. Emmanuel Morel, nombreux sont ceux, y compris en France, accusés Viktor Orban d'utiliser la crise sanitaire pour s'octroyer les pleins pouvoirs, mais finalement, la Hongrie va sans doute sortir de l'état d'urgence avant la France et avant d'autres pays de l'Union européenne. Fallait-il vraiment s'inquiéter ? Vous savez, il y a eu une résolution du Parlement européen en avril 2020 qui faisait état de ses préoccupations dans la plupart des pays européens, mais notamment en Hongrie et en Pologne, parce qu'ils estimaient que les mesures qui étaient prises par les parlements n'étaient pas proportionnées aux exigences de la situation et n'étaient pas nécessairement conformes à l'état de droit. Mais en ce qui concerne, par exemple, la Hongrie, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça fait des années maintenant que les autorités européennes, mais aussi le Conseil de l'Europe, mais aussi un certain nombre d'ONG, dénoncent des dérives avérées de M. Orban et de son parti. Alors, en Hongrie, c'est particulièrement le cas avec la loi sur les fake news, entre guillemets, qui pouvait justifier 5 ans d'emprisonnement. Mais dans d'autres pays, à commencer par le mien, je le reconnais, il y a des tentations de la part du pouvoir exécutif de limiter la liberté d'expression au nom de la lutte contre cet ennemi invisible qu'est le virus. Eh bien, vraiment, il faut sortir de cette rhétorique, il faut être très vigilant. Et vous posiez la question, à mon avis très légitimement, est-ce qu'il faut nécessairement passer par une législation d'exception et par la mise en place d'un état d'urgence? Moi, je ne suis pas sûr. Regardez, en France, par exemple, on est en état d'urgence depuis 2015. On l'entend. Georges Karoli, je voudrais qu'on revienne sur une des mesures évoquées par Emmanuel Morel, les arrestations notamment pour fausses nouvelles ou fake news dans le cadre de l'état d'urgence qui ont été vivement dénoncées et perçues comme un moyen de museler la presse. Cette mesure en particulier, est-ce qu'elle était vraiment justifiée? Vous savez, tout pays a un code pénal. Dans une période comme celle-là, il est tout à fait légitime de veiller à la diffusion de fausses nouvelles, surtout de fausses nouvelles alarmistes. Là, je vous signale au passage que la définition des fausses nouvelles adoptée par le gouvernement hongrois est exactement la même que celle de l'Union européenne. Et je signale aussi
qu'à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire à partir du moment où nous décidons de lever l'état d'urgence, tout cela tombe aussi. En ce qui concerne en revanche... mais selon une ONG hongroise, M. Karolyi, 87 procédures lancées, 16 gardes à vue, c'est pas le cas dans tous les pays européens. Mais les gardes à vue dont vous parlez ont été levés. Certes, 2 personnes ont été arrêtées par la police hongroise, elles ont été relâchées après quelques heures. Ce sont des événements qui se produisent dans tous les pays. Est-ce que vous pouvez me dire qu'en France, la police française n'a pas fait preuve d'un certain excès de zèle aussi, dans certains cas, vis-à-vis de certains gilets jaunes? C'est quand même la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, qui a réaffirmé sa préoccupation il y a quelques jours concernant l'état d'urgence hongrois. Et je la cite, elle souhaite que la Hongrie revienne parmi les démocraties incontestables. Emmanuel Morel, elle est contestable, la démocratie hongroise? La Hongrie, ça date pas de l'état d'urgence et du Covid-19. Depuis maintenant plusieurs années, vous avez la Commission, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, un certain nombre d'ONG, d'institutions européennes spécialisées dans les droits de l'homme qui alertent sur des projets de loi qui ont été voulus par la majorité de M. Orban. Mais M. Morel, vous évoquez des faits qui datent d'il y a 10 ans. Il faut savoir terminer une grève, il faut savoir terminer ce genre de débat. Enfin, cher monsieur, c'est difficile de débattre à distance, mais enfin, je ne voudrais pas vous rappeler que au sein même de la droite européenne, c'est-à-dire le PPE, dans lequel siège le Fidesz, le parti de M. Orban, vous avez été mis au banc de ce parti précisément parce qu'il y avait un certain nombre d'infractions à l'état de droit dans votre pays. Je me permets de vous couper. Je voudrais quand même qu'on regarde, il y a une étude d'un centre de recherche allemand qui a comparé les différents états d'urgence, parce que je reviens un petit peu quand même à notre thématique, l'état d'urgence au sein de l'Union européenne, ainsi que et qui compare les mesures restrictives de liberté. 4 pays ont ainsi été classés comme portant des atteintes sévères aux libertés. C'est le cas de la France, c'est le cas de la Hongrie, mais c'est également le cas de l'Italie et de l'Espagne. Emmanuel Morel, voilà ma question. Y a-t-il aussi un problème démocratique dans notre pays? C'est difficile de vous répondre en un mot à cette question particulière, mais ce que je crois en tout cas, c'est qu'il y a une dérive lente depuis plusieurs années qui rogne progressivement sur les libertés publiques, y compris en France. Et vous avez des gens, je vous renvoie à l'ouvrage de l'avocat M. Sureau, qui a écrit un petit texte chez Gallimard sur la dégradation des libertés publiques en France, dans tous les domaines, que ce soit liberté d'expression, François Sureau, voilà exactement, liberté d'expression, droit de manifester, usage disproportionné de la force et des forces de répression envers des manifestants en France. Tout ça, c'est une réalité. Et donc, aujourd'hui, il convient de faire un sursaut au niveau français comme au niveau européen pour que nous restions une terre attachée aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Vous parlez de cette crise sanitaire. Est-ce qu'elle n'a pas accentué des divergences déjà anciennes? L'Europe démocratique peut-elle continuer à avancer malgré le fossé qui se creuse? C'est une analyse signée Annick Capel de la rédaction de l'AF. Alors dans cette crise, nos libertés à tous ont été bridées. Chaque État membre a mis en place des mesures fortes pour endiguer l'épidémie. Forcément, il y a eu des différences dans la réponse apportée par les uns et les autres. Alors on pourrait dire que cela répondait à des besoins spécifiques et ponctuels, et pourtant, dans une large mesure, ces différences étaient là bien avant le printemps. Et cette crise n'a fait que les accentuer. Ça fait des années que Viktor Orban mène son travail de sape pour tenter d'imposer son modèle de la démocratie illibérale. Il n'a pas attendu le coronavirus. Ça fait longtemps que la démocratie est en crise dans cette partie de l'Europe, et ce coronavirus, il agit comme un amplificateur de cette crise. Il amplifie la bataille idéologique entre deux modèles démocratiques. C'est une solide épreuve pour l'Europe, sans doute la plus grave de son existence. Alors la question, c'est comment l'Union va-t-elle résister? Il est sans doute trop tôt pour le savoir, mais certains signes ne trompent pas. Il suffit de regarder comment la Commission européenne a réagi face à la décision de Viktor Orban de s'accorder les pleins pouvoirs de façon illimitée. Elle a réagi timidement, beaucoup trop timidement, à l'instar d'ailleurs de ce qu'elle a fait ces dernières années. Quand fin mars, Viktor Orban a obtenu le feu vert de son Parlement, la Commission européenne a fait part de son inquiétude profonde.
Elle a rappelé que les mesures prises par les gouvernements, devaient rester proportionnées et de nature temporaire. Mais dans un premier temps, elle l'a fait sans même nommer la Hongrie. Ensuite, malgré la demande pressante du Parlement européen, elle n'a pas jugé opportun de prendre des sanctions vis-à-vis de Budapest. Donc non seulement cette crise a accentué les divergences, mais elle a confirmé l'impuissance de la Commission à ramener la Hongrie sur le chemin de la démocratie. Georges Caroli, Annick Capelle parle dans sa chronique de bataille idéologique entre deux modèles démocratiques. Quelles valeurs la Hongrie souhaite défendre en Europe? Écoutez, je suis très étonné, sinon scandalisé par ce que cette personne a déclaré. Dire que la Hongrie n'est pas un pays démocratique est un scandale majeur. Dire que l'Union européenne n'a pas réagi suffisamment vivement est une opinion politique qui ne fait que démontrer la frustration de ceux qui voudraient que la Hongrie soit clouée au pilori de l'Europe du matin jusqu'au soir, ce qui est absolument inadmissible. La Hongrie, je vous le rappelle, en prenant les mesures de son état d'urgence, ne les a pas prises pour une période illimitée. On est en train, si vous voulez, de reprendre ce qui aujourd'hui n'existe plus et ce qui n'a jamais existé. On est en plein dans le procès d'intention. La Hongrie, effectivement, alors, comme d'autres pays... Quelles valeurs la Hongrie souhaite défendre en Europe? Tout dépend de ce qu'on entend par le mot valeur. Moi, je récuse absolument, je ne comprends pas d'ailleurs pour quelle raison on nous reproche de ne pas respecter les valeurs de l'Europe, étant donné que la Hongrie, comme les 26 autres pays membres, font partie des valeurs européennes et nous estimons que les valeurs que nous défendons sont parfaitement, sont de même nature et de même niveau que celles défendues par tous les pays. Maintenant, chacun a sa façon de voir un certain nombre de choses. Nous avons, sur les grandes questions de société, une vision différente de celle de l'Europe occidentale. Je ne vois pas pour quelle raison il faudrait que nous soyons du matin jusqu'au soir cloués au pilori pour avoir une vision différente de la famille, du mariage, de la vie, de la relation entre un homme et une femme. Tout ça, ce sont des questions qui peuvent faire débat, qui font d'ailleurs débat, mais qui n'ont aucune raison d'être stigmatisées et ostracisées. Emmanuel Morel, est-ce qu'il y a des valeurs, des fondamentaux auxquels on peut transiger au sein de l'Union européenne? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas transiger avec les textes fondamentaux qui, je pense notamment à la Charte des droits fondamentaux, qui régissent tout à fait. Je me permets de couper parce que c'est l'article 2, Emmanuel Morel. L'Union est fondée sur les valeurs de respect, de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Est-ce qu'on peut transiger avec certaines de ces valeurs ou de ces fondamentaux? Ah bah non, je ne crois pas, sinon l'Union européenne n'est plus le projet politique d'unification d'un continent autour de principes forts. Ça n'est juste qu'un grand marché, et dans ce cas-là, il y a un certain nombre d'Européens qui trouveront ça moins intéressant. Mais je reviens sur la question que vous avez posée à l'instant, monsieur l'ambassadeur. Il y a un projet politique de la Hongrie, de monsieur Orban. D'ailleurs, c'est confirmé. Regardez, hier, monsieur Orban a salué un homme politique européen, un seul. C'est monsieur Salvini. Et il y a une convergence de vues entre les deux. C'est le nationalisme proche de l'extrême droite qui prône une certaine vision, en effet, de la vie en société et de la construction européenne. C'est pas la mienne, je la combats fermement, mais quand même, j'ajoute un point qui ne devrait pas faire débat. Vous dites on a le droit d'avoir chacun notre conception de la famille, du rôle des hommes et des femmes dans la société. Certes, mais quand même, dans la Charte des droits fondamentaux, à laquelle vous êtes obligé de souscrire quand vous adhérez à l'Union européenne, il y a des choses très précises sur le droit des minorités sexuelles, le droit à l'éducation sexuelle pour les femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes, le droit d'avoir la sexualité de son choix. Ça, pour le coup, c'est des choses qui ne devraient pas être remises en cause par les gouvernements. Or, c'est le cas dans certains gouvernements, notamment d'Europe de l'Est, et ça pose un problème parce qu'on sort du cadre qui est défini par la Charte des droits fondamentaux. Que répondez-vous à M. Morel ? Vous savez, l'article 2 du traité de l'Union européenne énonce un certain nombre de principes
notamment celui de l'état de droit, que la Hongrie, bien évidemment, respecte. Quand vous dites, M. Morel, qu'on ne peut pas transiger sur ces principes, je suis bien évidemment d'accord, mais encore faut-il savoir le sens qu'on donne au mot transiger. Ce sont des grands principes, ce ne sont pas des règles normatives qui font l'objet d'un compte-rendu de la part des États considérés. Ces fameuses valeurs qui sont énoncées dans l'article 2 peuvent elles-mêmes être interprétées dans un certain cadre, bien évidemment, sans sortir d'un certain cadre, mais elles ne sont pas figées, elles ne sont pas d'interprétation uniforme par tout le monde. C'est tout ce que nous souhaitons. Elles revêtent un caractère obligatoire, il faut quand même le dire, l'article 2 qui expose toutes les valeurs de l'Union européenne revêt un caractère obligatoire. Mais évidemment qu'elles revêtent un caractère obligatoire, mais encore une fois, qu'est-ce que c'est que l'état de droit? Qui est capable de me dire ce qu'est l'état de droit? Personne. L'état de droit est une notion extrêmement vague, si, quand même. Non. Mais si, mais parce que l'état de droit comporte... Vous voyez, ça c'est bien le problème. Mais non, l'état de droit est un principe dans lequel vous mettez un certain nombre de règles normatives, et ce sont ces règles-là que l'on examine une par une pour savoir si, dans tel ou tel État, la démocratie, l'égalité des sexes et tout ce que vous voulez est correctement respectée. En ce qui concerne la Hongrie, je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas où l'état de droit avec un grand E et un grand D serait menacé. Là, il y a une vraie différence d'interprétation, parce que M. l'ambassadeur vient de dire, oui, mais moi, je ne sais pas définir l'état de droit. Si, justement, l'état de droit, il y a des définitions juridiques très précises. J'ai enseigné le droit constitutionnel pendant 10 ans, je peux vous dire que le premier cours sur l'état de droit, on avait des définitions, et c'est pas seulement des principes, contrairement à ce que vous dites. Les principes, après, elles ont des traductions concrètes dans les textes de loi, dans les garanties qui sont proposées aux citoyens, et tout ça, je suis désolé, mais ça ne fait pas l'objet d'une interprétation différente. S'il n'y avait pas de divergence d'interprétation, où serions-nous? Nous avons quand même encore le droit de débattre sur ce qu'est l'état de droit. Vous avez enseigné le droit constitutionnel pendant 10 ans. Moi, je l'ai étudié pendant 10 ans sans l'avoir enseigné, mais je sais très bien que les bibliothèques sont pleines de livres qui essayent de définir ce qu'est l'état de droit. Moi, je veux bien tout ce qu'on on voit bien là que, en tout cas, il y a un débat et qu'il y a des divergences d'interprétation. Messieurs, depuis le début de ce débat, 2 citoyennes vous écoutent attentivement. Je vais vous les présenter. Myriam Ancio, vous êtes manager en ressources humaines, vous êtes française, mais vous habitez à Madrid depuis 2018. Et puis, il y a également Sarah Alfine, vous êtes belge, vous avez 36 ans, vous êtes consultante et vous habitez Bruxelles. Myriam, si vous aviez une chose que vous retenez de ce débat, de cet échange autour de l'état de droit, des libertés, quel serait-il? Moi, ce que je retiens quand même de tous ces débats, finalement, dans une situation de crise, qui est une crise sanitaire, donc qui touche à la survie finalement des populations, finalement, tout le focus va sur des intérêts politiques ou bien sur des orientations politiques et sur une limitation des droits qui, au final, on voit pas bien la relation finalement avec la protection de la survie entre guillemets. Toute la focalisation va sur les attitudes individuelles, les droits individuels, nos libertés individuelles, mais il y a quand même un manque énorme finalement d'information et de prise de dynamique sur comment est-ce qu'on peut solutionner ça en action, de forme coordonnée, de forme coopérative, parce que finalement on entend parler d'opposition, on entend parler de divergence d'opinion, on entend parler de limiter à l'extrême les droits individuels, puisque je pense que dans l'Europe, il y a eu des tas de mesures qui ont été prises. L'Espagne, comme vous l'avez dit, il y a des mesures qui ont été très, très, très intrusives dans la vie privée, mais quelque part, avec une espèce de message relayé que chaque individu est capable de prendre la mesure de la gravité de la situation, et donc il vaut mieux finalement le restreindre au maximum et le pister jusque-là. On va passer à la dernière partie de cette émission où toutes les deux, vous allez nous raconter comment vous avez concrètement vécu ces restrictions de liberté en Espagne et en Belgique. Mais avant, je vais remercier Emmanuel Morel et Georges Caroli d'avoir participé à ce débat. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous. Direction Madrid, où vous habitez.